Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Voilà, on se retrouve comme convenu sur ce plateau. On va parler de l'écosystème des startups dans le monde industriel. Ça tombe bien, on est dans l'actualité puisque vous avez vu cette semaine est sortie la nouvelle mouture du Next 40, donc les 40 startups françaises de la French Tech à suivre, et même les 120 puisqu'il y a le French Tech 120. Et à l'intérieur de ces deux sélections, bien beaucoup de startups dans le monde industriel, ne serait-ce que dans le Next 40, on retrouve Exotech dans la robotique, on retrouve Kineis dans les nanosatellites. Donc vous voyez, là, on est vraiment au cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et justement, on va voir aujourd'hui comment booster un peu cet écosystème des startups industrielles avec nos invités. Renan de Villiers, bonjour. Bonjour. Renan, cofondateur, directeur général d'OSS Ventures. Alors vous avez levé 4 millions d'euros, là c'est tout récent, hein, il y a quelques semaines, avec Tikeo Capital. Et le but, voilà, c'est d'aider, d'accompagner aussi ces startups dans l'univers industriel. Alors tiens, on va démarrer avec vous une première question sur alors, l'idée, je pense qu'en France, on est d'accord, plus on aura de startups industrielles, mieux ce sera, mais l'idée, c'est pas d'en avoir beaucoup. C'est surtout celles que l'on a, de les faire monter en gamme, monter en régime, monter en niveau. C'est un peu ça. Alors, comment on peut faire? C'est davantage de mentoring, on va en parler, davantage de financement, d'accès aux grands contrats. Enfin, voilà, il y a tout un petit protocole qu'il faut suivre, c'est ça, Renan de Villiers? Il y a beaucoup de choses, ouais. Et ça prendra un village, donc beaucoup d'acteurs. La première chose, c'est une question de flux. L'industrie, c'est 20% du PIB mondial, 13% en France, c'est 1% des startups. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y en a pas assez en début de tuyau. Donc ça, c'est la première chose, il en faut plus. Notamment, les gens qui savent faire de la technologie, ils vont pas naturellement dans les usines, ils vont plutôt faire du B2C, ils vont plutôt faire de la food delivery ou le dernier truc. Ils ont moins l'habitude d'aller dans les usines. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a une deuxième chose à propos justement des startups industrielles, c'est qu'il faut aller dans les usines. Et du coup, pour aller dans les usines, il faut que les usines, elles ouvrent leurs portes. Ouais. Donc, c'est une des vocations d'OSS, c'est de faire ce pont avec les industriels et que les industriels puissent ouvrir leurs portes à des startups à un niveau de maturité qui débute et donc avoir un rapport un peu différent au risque, ce qu'a fait notamment. C'est plus difficile, on va dire, parce que finalement la techno, on va réussir, on arrivera toujours à l'imbriquer. Enfin voilà, si c'est bien fait, avec des gens intelligents, on va y arriver. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est ce côté acculturation, parce que on imagine, enfin voilà, j'ai visité les usines, mais j'ai pas été au contact vraiment du métier. Mais en plus, il y a des process, il y a des processus, il y a un certain mode de travail, il y a de la logistique derrière. Enfin voilà, il y a tout un enchaînement et toute une chaîne. Et arriver avec le numérique, en disant attendez, on va revoir un peu tout ça, puis on va travailler avec cette start-up qui récupère des datas à tel niveau. Enfin voilà, faut changer. C'est effectivement très très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça pose pour nous, entreprises, un défi d'adaptation. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'on a besoin de ces startups. On a besoin, nous, entreprises industrielles, d'être de plus en plus efficaces, de garder, si possible, nos emplois sur le territoire, d'être efficaces. Et on va aller le chercher avec ces jeunes start-upers. Et ils nous poussent à réfléchir sur nos processus achats, sur notre gestion de la donnée, notre architecture de la donnée, sur la façon de travailler en collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire libérer l'intelligence collective dans une usine? Jusqu'où on va dans la transparence? Et puis ça nous force à aller aussi vers une forme de co-développement, puisqu'en fait les start-upers viennent dans nos usines se nourrir de nos problèmes pour essayer de les résoudre. Et donc pour nous, c'est une façon aussi de co-construire avec eux une solution qui va nous être bénéfique et si possible leur être encore plus bénéfique pour que ça devienne un produit vendable, y compris pour eux, puisqu'on a deux choix possibles, hein. C'est soit de les garder chez nous et soit de se dire non, on va les aider à grandir et on leur fait confiance parce qu'ils nous... Vous, c'est ce que vous aviez fait, hein. Rappelez-moi dans l'expérience quand vous étiez venu témoigner ici, vous les aviez aidés à grandir. C'est ça, en fait on en a 3 ou 4 en ce moment qui sont à des stades très différents. Donc on en a une fabrique qui vient du monde OSS également, avec lequel on a eu ce prix, donc qui est aujourd'hui en production dans plus de 22 de nos usines. Donc elle est sortie de la phase POC expérimentation. On en a quelques-unes, on est encore sur 2-3 usines, certaines en production, certaines en fin de POC, et on en a quelques-unes qui sont vraiment dans la phase
on est encore au stade de l'idée, on se cherche, on construit ensemble. La digitalisation de l'industrie, elle avance à la vitesse voulue. Là. Souvent, on a l'impression que finalement, ils y sont allés plus vite, les industriels, que d'autres industries. C'est très vrai. C'est très vrai. Et je ne parle même pas de la logistique dans le monde de la santé en ce moment. Voilà. L'industrie, c'est un monde qui a l'habitude de changer. Il y a 30 ans, il y a eu la révolution du Lean qui est arrivée, où Toyota avait un modèle d'organisation absolument différent de tous les autres. Et en fait, c'était mieux. Et du coup, ils ont été obligés de s'y mettre en 3-4 ans. Ils ont développé un muscle de changement. Et ce muscle de changement, ils sont capables de l'utiliser pour la digitalisation. Pour revenir sur ce que disait Anne-Delphine, la digitalisation dans les usines, c'est un sport de contact. Donc ce que ça veut dire, c'est que le premier risque pour une start-up, c'est de se tromper de marché, de ne pas avoir de marché. Pour avoir un marché, il faut aller dans les usines. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est aller dans les territoires, aller faire du digital avec des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du digital, aller faire du digital avec des gens qui ne ressemblent pas. C'est-à-dire, on n'est pas entre jeunes surdiplômés de Station F. On est dans les territoires, on prend des trains à 6h du mat et on y va. Et en fait, cette capacité des deux mondes, et du monde industriel à changer, à se dire vers où il faut aller, comment on fait, et des start-upers de sortir de Station F et de sortir en termes de customers, de gens qui leur ressemblent, c'est là qu'on crée de la valeur. Et le premier défi pour vraiment que les start-up industrielles prennent, c'est pas la tech, c'est le changement. C'est le changement, et puis c'est peut-être on parlait de proof of concept, c'est de passer rapidement à l'échelle, j'imagine. Et ça, pour ça, la data, elle est importante aujourd'hui. Elle est très importante, et aussi quelque chose qui est, on a beaucoup d'ingénieurs dans ces startups. Les ingénieurs, ils adorent faire le rêve d'ingénieur. Sauf que quand on pense à un produit, idéalement, il faut penser le produit déjà en ayant en tête le scaling. Ça veut dire quoi? Très simplement, ça veut dire, dans une usine, comment est-ce que je fais pour que l'ensemble de ma valeur soit mise en place en 48 heures, 72 heures maximum? Pas en un plan d'implémentation de 9 mois, parce que pour aller dans 22 usines, si c'est 9 mois par usine, on va juste pas y arriver. Et en fait, balancer ce rêve de l'ingénieur avec la réalité du produit, la réalité de ce que ça veut dire un scaling, c'est quelque chose aussi qui n'est possible que si les industriels sont tout au début dans la conception. Parce que ça veut dire, oui, ce serait super de faire tout ça. Sauf que si on fait tout ça, le scaling derrière, c'est 8 ans. Comment on fait? Du coup, ok, comment on fait pour que le scaling soit plutôt 8 mois? Pour que ça soit 8 mois, il faut changer le produit, donc il faut changer la valeur, il faut changer la data, il faut changer aussi les architectures, parce qu'il y a des architectures qui sont plus propices que d'autres au scaling rapide, notamment, tout simplement, avoir le même type de données, le même type d'organisation dans toutes les usines. Ça permet que quand on arrive dans une deuxième usine, la deuxième usine, c'est pareil que la première. Tout ça, c'est très difficile à mettre en place, et c'est vraiment cette rencontre de monde qui fait qu'on arrive au final à créer de la valeur. Ça veut dire qu'il faut comme vous, comme OSS Ventures, des investisseurs très pointus dans le domaine, qui se concentrent sur cet univers industriel. Je pense que la verticalisation sur l'industrie, sur le manufacturing, c'est très important, parce que comme on en parle, c'est un monde assez particulier, qui a ses défis, qui a tout ça. Je pense aussi que les acteurs du financement, tous les acteurs même opérationnels de cette chaîne de valeur-là, ils doivent, oui, prendre le risque, mais ils doivent aussi demander un niveau de maturité et un niveau de professionnalisme qui est le même que les autres startups. Donc ce que ça veut dire, c'est que, oui, il est possible de faire des produits qui sont dans les usines et qui ont les mêmes rentabilités, les mêmes taux d'exponentialité que dans d'autres verticales. Oui, c'est possible, et oui, c'est l'ambition qu'il faut avoir en Europe, parce que si on a comme ambition de dire on va se laisser dans le manufacturing, et du coup les temps sont plus longs, du coup les retours sont plus faibles, et du coup, en fait, d'autres le feront à notre place. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un... Ce que dit Vincent Hubert, c'est exactement, tout à l'heure, mais le temps. Et on est mondialisé, donc l'échelle de temps, la rapidité, les retours sur investissement, la capacité à mettre de la technologie de pointe dans les usines très rapidement, en fait, si c'est pas nous qui le faisons, d'autres le font à notre place. L'État, il entend bien ça, parce que évidemment derrière c'est de la création d'emplois, et on le voit, ce que vous venez de dire, Vincent, c'est à la fois des surdiplômés du bac plus 4, 5, voire beaucoup plus, à des gens qui ont peut-être à peine le bac, mais qui ont une formation, ou des formations en dessous du bac, des plus proches des matériels. Aujourd'hui, dans les 8 entreprises de OSS Venture, il y a à peu près 70 personnes, on est à plus de 30% d'immigrés. Notamment avec le Visa French Tech, qui permet de faire venir des PhD, qui permet de faire venir des gens avec des niveaux d'études incroyables, aussi de hors de France, c'est-à-dire les meilleurs de France, mais aussi les meilleurs de hors de France. Je pense que cette bataille des talents, et cette bataille de mettre des talents dans les usines, elle ne se passera que si justement on reste à un niveau extrêmement exigeant de retour sur investissement, de modèles, de manufacturing. Et en fait, ce qu'on voit, et ce qui je pense est très intéressant, c'est que ces talents, oui, ils peuvent aller prendre 100 000, 200 000, 300 000 euros chez les GAFAM, mais ils veulent du sens aussi.
Et en fait, le sens de travailler pour le manufacturing, de travailler avec des gens, une usine, c'est le dernier endroit où quelqu'un qui n'a pas le bac peut parler à un surdiplômé. C'est le dernier endroit. Sinon, il n'y a plus de mixité sociale. Dans les usines, c'est quelque chose qui se passe. Et en fait, tous ces talents, maintenant qu'ils peuvent négocier le salaire qu'ils veulent, en plus, ils veulent le sens. Et le sens, quand à 6h du matin, on prend un train pour aller à Châtellerault et qu'on se met dans une machine et on dit, OK, comment on fait pour que ça marche? Là, il y a du sens.